The Weeknd va disparaître. Alors pas l'artiste, mais le masque, le personnage. Celui qu'il a créé de toutes pièces pour exorciser ses démons, pour survivre et cacher ses failles. Parce que pendant plus de 10 ans, Abel Tesfaye a porté The Weeknd comme une armure. Vous allez voir, derrière l'esthétique léchée et les hits planétaires, il traîne un lourd bagage de traumatismes, d'excès en tout genre, de comportements autodestructeurs qui nourrissent son œuvre depuis le début. Une solitude étouffante malgré des millions de fans, des nuits sans fin et un rapport très complexe avec la célébrité et l'industrie musicale. Et à travers cet épisode, vous allez vous rendre compte que tout était sous nos yeux depuis le début dans sa musique. Alors si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Voici la face cachée de la pop star la plus tourmentée de notre génération, The Weeknd. Bonjour à tous, c'est Popslay, je suis ravi de vous retrouver dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis très content puisqu'on va parler d'un des artistes que j'ai le plus écouté dans ma vie, mais aussi l'un des artistes les plus énigmatiques de l'industrie musicale. On va s'intéresser à toutes les failles de The Weeknd, des choses qu'on ne voit pas forcément et qui pourtant sont cachées et dissimulées dans sa musique. Mais pour comprendre les travers et les failles de The Weeknd, il faut remonter à la douleur originelle, celle de l'enfance. Avant The Weeknd, il y avait Abel Tesfaye, un gamin qui est né le 16 février 1990 à Toronto. Il est fils unique de parents éthiopiens, fraîchement immigrés au Canada. Un père qui disparaît avant même qu'il ne puisse se construire un souvenir, et une mère qui enchaîne les boulots pour subvenir aux besoins du foyer. Elle est infirmière de nuit, et donc elle est présente physiquement, mais rarement disponible émotionnellement parlant. Alors c'est principalement sa grand-mère qui va l'élever, elle ne parle qu'amharique. Alors chez lui on parle peu anglais, et on parle peu tout court, à vrai dire. Le petit Abel grandit dans une langue qui n'est pas celle du pays, dans une culture qui n'est pas la sienne, et surtout dans un silence qui forge déjà une certaine distance avec le monde qui l'entoure. À l'école, il est très introverti, il est même effacé. Lui, il préfère les mangas, les jeux vidéo, les films d'horreur. Et surtout, la musique, puisque Michael Jackson est juste son idole absolue. Il se réfugie alors dans les mélodies, les voix, les rythmes, là où les mots manquent, et donc finalement, c'est peut-être la musique qui devient son propre langage. Il vit dans le quartier de Scarborough, et c'est un espace qui est aussi connu pour sa pauvreté, sa criminalité, ses addictions, et donc Abel grandit en voyant les deals, les seringues, les corps blessés dans la rue, et très vite, il va finir par plonger lui aussi. Bon, The Weeknd était loin d'être l'élève modèle puisqu'il sèche les cours. À 17 ans, il décide de claquer la porte, il quitte le lycée, il quitte même sa propre mère, bref, il quitte tout. Il s'installe avec 2 potes à Parkdale, dont un mec qui s'appelle Lamar Taylor, qui sera finalement ironiquement son futur directeur artistique, et donc là, il plonge dans une vie de débauche. Tout le long de cette vidéo, je vais renommer certains termes de façon à ce que la vidéo ne soit pas strikée, puisqu'on va aborder des thèmes assez sensibles. Et donc quand je parle de sa vie de débauche, je pense à des produits qui sont illicites, des petits délits, des nuits où il n'a pas de toit, et c'est aussi à cette période que naît l'entité The Weeknd. Il choisit ce nom qui fait référence à ce week-end où il a littéralement fugué, et donc il enlève le E pour éviter un procès avec un autre groupe. Longue histoire. Pendant cette période sombre, c'est simple, il consomme tout, et ce qui est fou, c'est que dès ses premiers textes, il n'appose aucun filtre. Il parle de plaisir charnel, il parle de produits illicites, de solitude extrême, de douleur, pas forcément pour choquer, mais parce que c'est tout ce qu'il connaît à ce stade de sa vie. Il se produit dans des petits clubs, il cherche sa voix, et il cherche aussi son personnage. Et ce personnage a donc un nom, The Weeknd, un surnom aussi symbolique parce que depuis ce moment, il n'a plus jamais regardé en arrière. Et en fait, ce que je trouve intéressant avec The Weeknd, c'est qu'à travers sa musique, et ce depuis le début, il n'a jamais prétendu être un héros. C'est justement tout le contraire. The Weeknd, c'est l'anti-héros torturé. Il n'a jamais joué la comédie du type parfait, il a choisi la vérité, même si elle était sale, même si elle était inconfortable, même si elle était dérangeante. Et tout ça va bien évidemment se retranscrire dans sa première mixtape, House of Balloons, qui est sortie en mars 2011. Mais avant d'aller plus loin dans cet épisode, laissez-moi vous dire que la vidéo contient une intégration commerciale en collaboration avec la sortie cinéma de Hurry Up Tomorrow. Je suis trop content de cette collab. Hurry Up Tomorrow, le nom du dernier album de The Weeknd, mais également ce film, un film que j'ai trouvé bouleversant et qui nous permet justement de comprendre la face cachée de The Weeknd, et ça tombe bien puisque c'est exactement le sujet de cette vidéo. Hurry Up Tomorrow est sorti au cinéma le 16 mai et vous allez voir que c'est bien plus qu'un thriller psychologique. C'est un autoportrait intense et dérangeant d'Abel Tesfaye, l'homme derrière The Weeknd, qui se met à nu à travers une fiction à la limite du documentaire. C'est l'histoire d'un artiste insomniaque, en pleine chute intérieure, qui a le cœur brisé et qui rencontre une femme très étrange qui est magnifiquement interprétée par Jenna Ortega. Mais encore une fois, à mon sens, ce n'est pas qu'un récit fictionnel, c'est un autoportrait déguisé, parfois brutal, voire dérangeant. D'ailleurs, vous verrez dans le film, on ne l'appelle jamais The Weeknd, parce que c'est Abel Tesfaye, l'homme derrière la superstar, qui parle ici. Il évoque ses peurs, ses doutes, ses excès, sa solitude, ses traumas familiaux. Je trouve que l'une des scènes les plus fortes du film, c'est lorsqu'il fait écouter une démo à Jenna Ortega. Et dans les paroles, c'est toute sa douleur qui remonte, mais également la sienne à elle aussi. J'ai adoré comment la musique était utilisée et intégrée dans le film, elle n'est jamais là pour meubler. Même Blinding Lights et Gasoline sont utilisés avec ironie, parfois à la limite de l'absurde, mais je vais pas vous spoiler. On suit Abel Tesfaye dans les coulisses avec son vrai costume de scène, ses crises d'angoisse, ses silences qui sont parfois pesants, il souffre d'asthme, il perd sa voix comme lors de ce fameux concert à Los Angeles, et la phrase centrale du film pour moi c'est celle-ci,
We're Fucking Alone, au centre du film certes, mais également au centre de sa vie d'artiste. Quant à Barry Keoghan, il incarne son manager, il a un rôle assez glacial, flou, presque menaçant, on sait pas vraiment s'il s'agit d'un soutien, d'un danger. Ce que j'ai également beaucoup aimé avec Hurry Up Tomorrow, c'est que c'est une réflexion très directe sur la santé mentale dans l'industrie musicale. The Weeknd, ou du moins Abel, ne cherche pas à se plaindre, il montre ce que c'est d'être acclamé par des millions de fans, mais d'un côté, de ne plus entendre personne. On le voit pleurer, on le voit douter, on le voit suffoquer, on le voit s'effondrer. Et il nous rappelle également une chose, c'est que la célébrité n'efface jamais la douleur. L'argent non plus. Donc je vois Hurry Up Tomorrow comme un film thérapie, une confession artistique et peut-être le dernier chapitre de The Weeknd. Ce film, c'est peut-être tout ce qu'il n'a jamais pu dire autrement, alors je vous conseille vivement d'aller le voir si vous aimez l'artiste. Et tout au long de cet épisode, on fera également des parallèles avec le film pour analyser les blessures profondes de The Weeknd, son rapport à la célébrité, à l'amour, à sa propre image, et voir comment tout ça se retranscrit dans sa musique, car ce film, c'est une clé de lecture essentielle. Merci beaucoup à la production du film pour leur confiance dans le cadre de ce partenariat. C'est un film que j'ai trouvé très fort, très marquant, donc je vous conseille vivement d'aller le voir, c'est actuellement disponible au cinéma. Ceci étant dit, revenons désormais au début de The Weeknd. Car comme je vous le disais, The Weeknd a toujours été très transparent sur sa consommation excessive de produits illicites, en particulier à ses débuts. En fait, la musique de The Weeknd n'a jamais été là pour rassurer, elle est là pour exposer sa solitude, ses pulsions, ses excès, son dégoût de lui-même, et clairement House of Balloon, c'est ça, c'est le journal intime toxique, comme je vous disais, d'un type qui se noie et qui te chante sa noyade avec cette voix que je trouve juste sublime. Dès les premières secondes de High for This, tu comprends que t'es pas dans un album comme les autres. You don't know what's in store, but you know what you're here for. À l'époque, je trouvais la prod glaciale, presque dérangeante, et paradoxalement, je trouvais ça aussi agréable à l'oreille. Dans cette chanson, The Weeknd t'invite à te perdre avec lui. On peut pas vraiment dire qu'il s'agisse d'une chanson d'amour, c'est plutôt une invitation au vertige. Open your head, take a glass, don't be scared, I'm right here. Pour moi, c'est l'un de ses titres les plus sous-cotés, j'adore le pont de cette chanson. C'est aussi, je pense, ce titre qui m'a fait tomber amoureux de son répertoire. Il y a également le titre qui s'appelle What You Need. Ici, The Weeknd murmure à l'oreille d'une fille qui peut lui donner tout ce dont elle a besoin. Pour moi, dans cette chanson, The Weeknd utilise une métaphore, c'est-à-dire qu'il se présente lui-même comme étant un produit illicite. Le produit qui circule dans ses veines, mais également dans celles de ses amantes. Il les attire en leur offrant un mélange de plaisir et de dépendance affective. Et en fait, dans le fond, What You Need, c'est déjà toute l'essence de The Weeknd résumée en un seul titre. Il y parle de sexe sans amour, un rapport tordu à l'amour, à la dépendance émotionnelle. C'est vraiment un thème récurrent chez lui, qu'on retrouvera tout au long de sa carrière, et encore plus frontalement dans Hurry Up Tomorrow, où cette peur de l'abandon devient vraiment centrale. Et puis il y a évidemment Wicked Games, peut-être la plus viscérale, la plus honnête, l'un de mes titres préférés de sa discographie. Wicked Game, c'est un peu le cri d'un homme qui est brisé, qui se raccroche à une illusion d'amour pour échapper à la douleur. Il parle encore une fois de produits illicites, de sexe transactionnel, on va dire, de solitude et de manipulation émotionnelle. Bon alors c'est cru, c'est intime, c'est presque dérangeant encore une fois. Il ne cherche pas vraiment à séduire, il veut juste anesthésier sa souffrance. Il échange ses émotions contre un moment de chaleur ou de confort artificiel. Elle est très particulière cette chanson. House of Balloon, c'est le portrait d'un jeune homme qui utilise la musique pour explorer sa propre décadence. C'est un personnage aussi qui est lucide, mais incapable de s'arrêter. C'est pas un album qui veut plaire, c'est un album qui veut marquer, te déranger. Et c'est pour ça peut-être que ça a fonctionné. Parce qu'encore une fois, à travers cet album, il n'a pas tenté d'être un modèle, il voulait être dans le réel. Et dans une industrie bourrée et saturée de sourires fake, de chansons qui peuvent parfois être vides, cette noirceur assumée là, cette brutalité émotionnelle, c'était un peu radical. The Weeknd ne voulait pas briller sous la lumière, au contraire, il voulait qu'on le voie, mais dans le noir. Pas mal ça. Et avec House of Balloons, il faut le dire, le monde entier découvre une voix qui est quand même très particulière, très singulière. Et donc très vite les projecteurs arrivent, Drake le repère, ils collaborent ensemble, The Weeknd est de plus en plus présent dans les médias. En 2012, The Weeknd compile ses 3 premières mixtapes dans un projet intitulé Trilogy, et après le succès critique de Trilogy, The Weeknd signe son vrai premier album studio qui s'appelle Kiss Land. Kiss Land, c'est un peu l'album concept sur la vie en tournée, mais vu à travers les yeux d'un jeune homme de 23 ans, un peu paumé dans un monde qu'il ne comprend pas toujours. En fait, à cette période, Abel passe des 4 murs de sa chambre à une suite de chambres d'hôtel. Alors il y a les groupies, il y a des produits illicites, il y a du coït, mais il n'y a aucun ancrage réel.
juste ce vertige permanent. C'est aussi, encore une fois, l'album où le sexe n'est jamais joyeux, l'amour n'existe pas vraiment, les femmes sont perçues comme des tentations, des menaces, des distractions. Je pense que l'album a été en partie incompris à sa sortie. J'ai aussi l'impression qu'avec le recul, beaucoup de fans et de critiques le redécouvrent. C'est aussi un album très important à mon sens, puisque je trouve qu'avec ce projet, il a vraiment planté les graines de ce qui viendra ensuite, c'est-à-dire Beauty Behind the Madness, After Hours, Down FM et Hurry Up Tomorrow. C'est vraiment avec Kissland que The Weeknd passe de phénomène entre guillemets underground à architecte de sa propre mythologie. Seulement, vous vous en doutez bien, mais avec la célébrité vient une autre forme d'addiction, celle au regard des autres. The Weeknd entre dans une toute nouvelle spirale, les albums deviennent beaucoup plus ambitieux, les scènes beaucoup plus grandes, les relations amoureuses beaucoup plus exposées, des relations aussi passionnelles que destructrices, et vous verrez qu'il a évidemment tout retranscrit dans ses chansons. Bref, maintenant parlons de Beauty Behind the Madness. Sorti en 2015, Beauty Behind the Madness est clairement l'album qui propulse The Weeknd dans une toute autre dimension, c'est l'ère des Grammy Awards, des records. Pourtant, The Weeknd signe une nouvelle fois un manifeste noir, glaçant sur le mal-être, la dépendance et les faux semblants du succès. C'est un album où il danse avec ses démons en pleine lumière, un projet plein de contrastes où la beauté est partout, mais elle cache la folie, comme son nom l'indique. Je pense à The Hills, l'un des morceaux les plus sombres de The Weeknd, où il dévoile le revers de la célébrité. Il parle d'un monde où on est épié, jugé, traqué. Il dit ceci: The hills have eyes. Une métaphore tirée du film d'horreur de Wes Craven qui illustre bien la paranoïa permanente de celui qui s'est trop exposé. Et encore une fois, il évoque une relation secrète sans attache réelle où l'amour est remplacé par le coït et le vide encore et toujours. Ce qui est fascinant, je trouve, c'est qu'il est toujours lucide sur sa chute. Voire même il l'embrasse. I only call you when it's 5:30, une heure où plus rien n'a de sens. Dans le clip d'ailleurs, on le voit titubant après un accident de voiture, il est blessé. C'est, je pense, l'une de ses plus belles métaphores de l'autodestruction. Et puis dans cet album, il y a évidemment Can't Feel My Face. On en avait déjà parlé ensemble. Rappelez-vous, sous ses apparences de tube pop signé Max Martin, Can't Feel My Face est tout sauf joyeux. C'est une chanson très claire sur l'addiction, mais qui est enveloppée dans des synthés. Il parle du visage qui ne sent plus, Can't Feel My Face, et c'est pas une métaphore de l'amour, mais d'un effet secondaire bien connu de la coco. Et pourtant, il continue, il adore ça parce que cette addiction, comme toutes les autres dans sa vie, c'est ce qui lui fait aussi se sentir vivant. Dans cette chanson, il sait très bien que la chute arrive, mais il y retourne. Et d'ailleurs, dans le clip, il brûle littéralement pendant que la foule commence à danser. Et vous remarquerez que plus il brûle, plus les gens l'applaudissent. On peut y voir aussi une critique de l'industrie musicale et plus largement du divertissement. Dans cet album, il y a également cette chanson qui s'appelle Dark Times, en feat avec Ed Sheeran. Et dans ce titre-là, les deux artistes chantent leur addiction, leur mal-être, leur besoin de fuir aussi à travers les produits illicites. The Weeknd, il parle de sang sur ses vêtements, de mensonges répétés à des femmes pour pouvoir dormir quelque part, d'un style de vie qu'il déteste mais qu'il ne sait pas quitter. Il le dit: It's the life I choose. I got another man's blood on my clothes, but it ain't his fault. It's the life I chose. Cette chanson, on a encore une fois affaire à ce cycle infernal qui est excès, regret, rechute, fuite, solitude. Et en fait, cet album Beauty Behind the Madness, c'est un peu ça. C'est, comment je pourrais dire ça, c'est la recherche du plaisir immédiat comme échappatoire au vide intérieur. Je sais pas si ça vous parle. Le plaisir charnel est omniprésent, mais jamais joyeux, toujours dénué d'attachement. L'amour est une transaction, une addiction parmi tant d'autres. La fête est constante, mais elle ne sert qu'à anesthésier la douleur. On ressent aussi à travers les chansons, les femmes sont un peu idéalisées, puis rejetées. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet album, ou alors quel est votre album préféré de The Weeknd. Personnellement, je pense que c'est Starboy et Down FM. Et d'ailleurs, ça me permet de faire ma petite transition sur Starboy qui paraît en 2016. En 2016, The Weeknd renaît, littéralement, puisque vous verrez dans le clip de Starboy, il tue l'homme qu'il était finalement étouffé sous un sac plastique. Les trophées sont explosés, ses disques d'or sont réduits en miettes. C'est un meurtre un peu symbolique, en fait. Abel Tesfaye enterre The Weeknd version Beauty Behind the Madness pour donner naissance à un alter ego beaucoup plus tranchant, beaucoup plus bling, beaucoup plus cynique, Starboy. Starboy, c'est l'album d'un homme en crise, un homme qui a tout ce qu'on pourrait rêver d'avoir et qui pourtant a jamais été aussi seul. Et Starboy, c'est aussi une critique du succès et de la célébrité. C'est un album qui parle de ce que ça fait de vendre son âme à l'industrie pour devenir une superstar. Enfin, vendre son âme de manière figurative, évidemment. Parce que quand il balance ceci dans Starboy, Look What You've Done, on peut
peut se demander à qui il s'adresse en réalité. Est-ce que c'est à ses fans qui ont propulsé ce personnage qu'il ne reconnaît plus lui-même, ou à l'industrie musicale qui l'a transformé en produit, ou peut-être à lui-même coupable d'avoir voulu plaire à tout prix, quitte à trahir ses débuts plus sombres et alternatifs, ou même avec des phrases comme « How so empty need a centerpiece ». The Weeknd montre que le luxe est un peu creux finalement. Il a beau remplir ses garages de voitures de luxe, sa maison, elle reste vide, au sens propre comme au sens figuré. Il tente de combler le vide avec des objets, des corps, des produits illicites, mais rien n'y fait. C'est l'histoire d'un homme qui a tout, sauf l'essentiel. Et vous le verrez sur Starboy, globalement la fête n'a jamais rien de joyeux. Il évoque des soirées où l'ivresse est obligatoire, les sentiments, encore une fois, sont absents. Il parle d'amour, évidemment. Je pense à sa relation avec Bella Hadid. Chez The Weeknd, l'amour est toujours toxique, flou, basé sur la dépendance et sur le vide. Et dans une interview avec JQ, il reviendra d'ailleurs sur cette époque en avouant que les produits illicites étaient une béquille créative pour lui. Et donc cet album, il l'a construit tout en étant décroché du réel. Starboy aborde une multitude de travers chez The Weeknd. Il parle de paranoïa, d'hypervigilance constante. Party Monster, False Alarm, Sidewalks, Reminder, tout se raconte une course effrénée vers le vide. Un besoin de se prouver qu'on est vivant à travers la vitesse, les excès, le Covid, la reconnaissance. Et donc il ne se contente pas de dénoncer les revers et les effets secondaires de la célébrité, non, en fait il les surjoue. Par exemple dans False Alarm, il décrit une femme obsédée par l'argent, la notoriété et les apparences. Elle ne chasse pas l'amour mais le statut social. D'ailleurs le clip est assez violent puisqu'il se termine par sa propre mort, une nouvelle fois. Je crois qu'à ce stade, c'était la 3e fois qu'il se tuait dans ses clips. Comme si à chaque nouvelle version de lui-même, l'ancienne devait forcément mourir. Mais aucune ne semble survivre à ce cycle d'autodestruction. Il y a aussi 6 Feet Under que j'adore. Il décrit une femme prête à mourir pour l'argent, à creuser sa propre tombe pour get that fucking paper. C'est du matérialisme poussé à l'absurde, ça en devient presque morbide. Bon, parmi toute cette noirceur, il y a quand même quelques titres qui révèlent plus de clarté. Je pense à Die For You, qui est pour moi l'un des seuls moments de vulnérabilité pure dans cet album. Une chanson d'adieu déchirante où l'amour existe encore mais ne suffit pas. Il évoque la distance, les sacrifices, le fait de devoir renoncer à quelqu'un qu'il aime profondément. On dirait que la distance, les tournées, la célébrité ont broyé la possibilité d'un lien réel. Et c'est là que Starboy atteint un sommet un peu tragique, parce que même quand il tente d'aimer, il est condamné à perdre en fait. C'est l'un de mes albums préférés de The Weeknd. Pour moi, Secrets est juste une bombe. J'aime tellement le son de Tears for Fears, écoutez. D'ailleurs, si vous kiffez connaître les samples qui se cachent derrière les plus grands tubes de la pop, j'ai dédié plein de vidéos à ce sujet, je vous en mets une par là. Pour en revenir à Secret, c'est pour moi l'un des morceaux les plus surnois de Starboy, parce que derrière ces sonorités un peu new wave et très pop, et ce sample que je trouve entêtant, le titre c'est aussi une plongée dans la paranoïa affective. The Weeknd n'est pas juste blessé, il traque, il accuse, il observe, on le voit dans ce clip d'ailleurs. Du haut de sa tour, il observe comme ça, il entend des secrets que sa partenaire murmure pendant son sommeil. Mais est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est le fruit de son obsession? Il y a un peu une volonté de contrôle aussi dans cette chanson, presque une forme de manipulation inversée, dans le sens où c'est pas lui qui ment, c'est elle qui cache, qui trahit, qui désire ailleurs, mais dans sa façon de la surveiller jusque dans ses rêves, il cherche en réalité à la garder dépendante de lui.
Comme si en connaissant ses secrets les plus intimes, il allait pouvoir garder un pouvoir sur elle. Pour moi, Secrets n'est pas juste une chanson sur l'infidélité, c'est aussi une chanson sur la jalousie maladive de The Weeknd et le besoin toxique de posséder l'autre, même quand l'amour est pas là, même quand l'amour est mort. Et cette jalousie maladive, je pense que c'est l'un des plus grands travers de The Weeknd, sûrement lié à l'abandon. C'est aussi quelque chose qu'on ressent beaucoup dans le film. Bref, que des tubes dans cet album, je pense évidemment à I Feel It Coming avec Daft Punk. D'ailleurs, c'est peut-être l'un des titres qui crée une sorte de rupture dans Starboy, parce qu'ici, il n'est pas question de sexe brutal ou de nuit sans lendemain. The Weeknd incarne un homme patient, à l'écoute, presque tendre. Il chante pour une femme blessée par l'amour qu'il veut rassurer et libérer, c'est ce que disent les paroles. Dans ce clip, ils vivent une romance galactique avec une créature mystérieuse qui n'est pas sans rappeler Bella Hadid, je vous l'accorde. Mais à la fin, tous les deux sont pétrifiés, transformés en pierre. Ils sont figés dans un dernier geste d'amour, il essaye de la récupérer, mais cette métaphore, elle évoque aussi l'amour impossible, paralysé par le temps ou peut-être par les douleurs qui ont précédé. J'aime toujours autant cette chanson, je trouve que les guitares sont dingues dessus. Désormais, on bascule en 2018, puisqu'à cette période-là, The Weeknd revient non pas avec un album, mais avec un EP qui s'appelle My Dear Melancholy. Je me rappelle, comme si c'était hier, à cette époque, je travaillais chez Def Jam, et donc il revient avec cet EP, toujours aussi sombre, mais j'y voyais aussi un retour aux ambiances oppressantes de ses premières mixtapes. Dans cet EP, The Weeknd a clairement le cœur en miettes, il est brisé par ses propres contradictions, ses relations toxiques et par l'amour qu'il a osé laisser entrer. Et donc chaque titre est une sorte d'aveu, un regret. L'excellent Call Out My Name est pour moi le highlight de cet EP. Dès les premières secondes, il parle à une ex qui ne l'a jamais aimé autant qu'il l'aimait. Il le dit dans les paroles, il l'a soutenue, portée, protégée. I helped you out of a broken place. Mais elle est partie, et pire encore, il a failli littéralement donner une partie de lui-même pour elle. I almost cut a piece of myself for your life. Une phrase interprétée d'ailleurs par les fans comme une référence à Selena Gomez, à qui il aurait proposé un rein pour qu'elle puisse guérir de sa maladie. Mais elle l'a quitté trop vite. Il la supplie d'ailleurs dans ce titre, et là vous allez me dire mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, parce que celui qui autrefois rejetait l'amour, l'intimité, implore maintenant qu'on le retienne. Un homme qui ose aimer et qui ne sait pas comment survivre à l'abandon, et encore une fois l'abandon, je pense vraiment que c'est finalement la blessure originelle de The Weeknd. Dans le clip on le voit, il erre dans un paysage ultra sombre, il vomit des chauves-souris. Je trouve que l'image est forte, on a l'impression qu'il recrache ses démons à travers cette image-là. Bref, My Dear Melancholy, c'est aussi le projet où il collabore avec Gessa Felstein. Il faut absolument que vous écoutiez Hurt You. Un de mes titres préférés de cette EP. Dans ce titre, The Weeknd nous dit qu'il ne veut pas d'une relation, il ne veut pas blesser à nouveau, mais il sait qu'il le fera, parce qu'il l'a déjà fait. If it's love you want again, don't waste your time. Vous l'avez compris, The Weeknd est plein de contradictions, puisque cette fois, il se décrit comme incapable d'aimer sainement. Ses relations sont des parenthèses charnelles sans lendemain, le refrain en dit long d'ailleurs. I don't want to hurt you, but if you call me up, I'm f***ing you on sight. Et c'est un peu The Weeknd dans toute sa complexité, parce qu'il est à la fois tendre et cruel, il est à la fois aimant et dangereux, il est romantique mais incapable de durer. Et c'est vrai que My Dear Melancholy n'est pas un projet mainstream à proprement parler, c'est vraiment un journal post-rupture en 6 chansons. Le nom même de l'EP est une lettre ouverte finalement, Ma chère Mélancolie, avec la petite virgule, comme si on écrivait à une ex. C'est The Weeknd abandonné, en train de ramasser les morceaux de lui-même. Et c'est, je trouve, à mon sens, l'un de ses projets les plus vulnérables en réalité. Peut-être le projet là où il est le plus able que The Weeknd. Maintenant, on va remonter en 2020. Quand The Weeknd sort After Hours, le monde est à l'arrêt. Mais lui, il fonce. L'album est une fuite nocturne, musicalement, c'est son œuvre la plus cinématographique. Et narrativement, c'est juste un cauchemar éveillé. C'est l'histoire d'un homme qui cherche à réparer ce qu'il a brisé, mais qui s'abîme encore plus à chaque tentative. Et c'est pour moi une vraie masterclass, cet album. Dans Heartless, The Weeknd revient en mode animal. Encore une fois, il y aborde ses excès avec une certaine fierté, un certain cynisme aussi. Il l'assume, il est devenu insensible. Trying to be a better man, but I'm heartless. Ça sonne comme un aveu, mais aussi une malédiction. Il est un peu dépendant de ce style de vie destructeur et il ne croit ne pas en sortir. Il y a aussi beaucoup d'arrogance, surtout quand il dit ceci: Never need a bitch, I'm what a bitch need. Et ce clip, c'est une spirale. Il erre à Las Vegas, il est en plein trip, sanglant, riant à gorge déployée. C'est un peu un Joker version pop R&B quoi. Évidemment, il y a Save Your Tears. Là, l'ambiance change un peu, le tempo est plus doux, les paroles sont toujours aussi acides.
croise une ex en soirée, sûrement encore Bella. Elle semble heureuse jusqu'à ce qu'elle le voie. Il l'avoue l'avoir fait souffrir puisqu'il dit ceci. Made you think that I would always stay. I said some things that I should never say. Il parle de ses propres blessures aussi, de l'incapacité à aimer et surtout de son sabotage. Ce clip, je le trouve incroyable. Il apparaît reconstruit, figé, chirurgicalement modifié. Et donc ce changement d'apparence, c'est aussi le fruit d'une célébrité qui détruit. Il jette un trophée, sûrement une référence aux Grammy Awards, au boycott des Grammy Awards. Il performe pour un public qui est masqué, qui est indifférent, comme si la gloire n'avait plus aucun goût. Cette chanson pour moi c'était un coup de cœur instantané, je voulais dès le départ que ce soit un single, donc j'étais trop content. Et j'aime beaucoup les basses aussi sur cette chanson. Les synthés sont fous, c'est très cinématographique, il y a aussi un soupçon de city pop qui lui va à merveille. Sans oublier évidemment ce remix avec Ariana Grande qui est devenu culte. I don't know why I run away. When I run away. 1, 2, 3, let's go. Your tears for another day. Your tears for another day. Vous savez, After Hours c'est également l'album qui contient le plus gros tube de sa carrière et tout simplement la chanson la plus streamée de tous les temps. Je parle évidemment de l'immense Blinding Lights. I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. Et c'est pareil ici, derrière ses synthés et le succès planétaire, Blinding Lights cache lui aussi les messages les plus sombres de la discographie de The Weeknd, parce que ce morceau c'est en réalité une descente aux enfers en pleine nuit, un appel à l'aide d'un homme qui est en manque de produits illicites, d'amour, de repères. Et dans une interview accordée à Esquire, The Weeknd avait lâché le vrai sens de Blinding Lights, je cite: la chanson parle du moment où tu veux voir quelqu'un à tout prix, t'es ivre et tu conduis vers elle, aveuglé par les lumières de la ville. Et dès l'intro, il le confesse: I've been on my own for long enough. I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Il est seul, vide, et il se raccroche à la moindre présence. I can't sleep until I feel your touch. Comme si c'était un sevrage amoureux, quoi. C'est le manque physique qu'on ressent quand on quitte une drogue. Et je pense que ce double sens est évidemment volontaire. The Weeknd est accro à elle, aux sensations, à ce qu'elle lui faisait oublier. Il est seul à Las Vegas, il apparaît de manière très sanglante. Las Vegas, c'est aussi la ville du péché, de la démesure. Je pense que ce décor est loin d'être anodin. Avec Blinding Lights, The Weeknd réussit un exploit, il transforme la douleur et la solitude en hymne pop, et c'est peut-être le tube le plus dansant de toute sa carrière, mais aussi l'un de ses titres les plus désespérés. C'est une déclaration d'amour toxique, une métaphore sur l'addiction, et pendant ce temps-là, tout le monde danse dessus, je trouve ça fou. D'ailleurs, j'y pense, j'avais dédié une vidéo où je vous parle de tous ces tubes pop qui révèlent une signification bien plus sombre qu'on ne le pense. Je vous la mets juste ici si vous ne l'avez pas encore vue. Et aussi, il faut préciser qu'à partir de After Hours, The Weeknd ne se contente plus de chanter un personnage, il l'incarne. Sur les red carpets, dans les clips, en promo, il porte ce costume rouge sang, toujours le même, et surtout il est couvert de blessures, de bandages, de bleus, et c'était pas vraiment de la provocation gratuite, c'est plutôt une métaphore. Ce personnage rouge, c'est le reflet de son soi, de son moi le plus abîmé, celui qui a tout perdu dans sa course effrénée à la célébrité. Il incarne cet homme en représentation permanente, blessé à force de se donner, mais qui continue à sourire pour le show. D'ailleurs, The Weeknd l'avait très bien expliqué dans le magazine Variety, je le cite: les bandages sur mon visage symbolisent cette culture hollywoodienne où l'on modifie son apparence pour obtenir de la validation. En fait, le costume rouge, c'est une façade, puisque derrière le costume, il saigne, littéralement. C'est ça aussi que je trouve incroyable dans la carrière de The Weeknd, c'est l'art de la narration. L'art de la narration, mais aussi de transposer à quelque chose de très cinématographique. En fait, chaque clip de After Hours est une pièce d'un puzzle mental. In Your Eyes est peut-être le plus dérangeant, je vous l'accorde. D'ailleurs, j'aurais tellement aimé que ce titre ait encore beaucoup plus de succès, bien que ce soit déjà un tube. Je me suis toujours pas remis de la version remix avec Kenny G, je crois que j'en avais déjà parlé, mais ce solo de saxo, j'adore.
After Hours, c'est une tragédie contemporaine, c'est une lettre d'amour à tout ce qu'il a perdu, sacrifié, piétiné pour devenir la légende qu'il est aujourd'hui. Et aussi, il faut le rappeler, After Hours, c'est le début d'une nouvelle trilogie. Parce que 2 ans plus tard, The Weeknd revient avec la suite de After Hours, elle s'appelle Dawn FM. Alors c'est vrai qu'à sa sortie en 2022, Dawn FM n'a pas fait autant de bruit qu'un After Hours, moins de tubes évidents, une DA un peu plus étrange, The Weeknd qui est grimé en vieillard, et pourtant, c'est, je trouve, l'un de ses projets les plus brillants, le plus conceptuel et à mon sens le plus sous-coté de toute sa discographie. Dawn FM est construit comme une station de radio de l'au-delà, animée par une voix douce et inquiétante à la fois, celle de Jim Carrey. On 103.5 Dawn FM. L'auditeur se réveille à 5h du matin, entre rêve et réalité. Abel, lui, il erre dans un tunnel lumineux, quelque part entre la vie et la mort. Il vient de faire peut-être une overdose ou vient de vivre une rupture. En tout cas, il n'est plus vraiment ici, dans l'instant présent. Et donc, c'est un purgatoire mental et spirituel, cet album. Chaque chanson, c'est une étape, une réflexion, une tentative de rédemption, de libération, mais aussi un piège. Alors, pourquoi était-il grimé en vieillard, me direz-vous ? Comme toujours avec notre ami The Weeknd, ce n'est pas juste un effet de style, c'est un symbole puissant. The Weeknd se montre usé, décomposé, au bout du rouleau, il fait le bilan, et ce vieil homme, c'est lui, ou ce qu'il deviendra s'il continue à fuir l'amour et à se détruire lui-même. C'est un peu une projection de sa propre ruine, et donc il nous parle depuis l'autre rive, un peu comme s'il était le narrateur de son propre enfer. C'est un peu perché cet album, mais je vous avoue qu'à sa sortie, j'ai plongé tête la première. Gasoline, c'est le premier vrai titre de l'album, et c'est l'un de mes préférés. C'est peut-être aussi l'un de ses titres les plus dérangeants. Dès les premières secondes, tout sonne faux, la voix est très trafiquée, presque désincarnée, robotique. I'm pushing myself further, I'm just trying to feel my heartbeat. Même la prod, l'instrumental, elle te plonge dans un espèce de cauchemar, et pourtant, c'est dans ce malaise que se cache l'une des confessions peut-être les plus intimes de toute sa carrière. Il commence par dire ceci, « It's 5 a.m. my time again ». Et cette phrase, elle est loin d'être anodine. 5h du matin, encore une fois. C'est un peu le moment de tous les vertiges pour The Weeknd, parce que déjà dans The Hills, il disait ceci sur le refrain, « I only call you when it's 5:30 ». C'est un peu l'heure où la fête est finie, où les masques tombent. Mais ici, dans Gasoline, cette heure, elle devient aussi le début du purgatoire, le moment où il ne sait plus s'il est encore vivant, s'il rêve ou s'il est en train de mourir. Peut-être une référence aussi à sa paralysie du sommeil dont il a parlé récemment, on y reviendra. Dans cet album, il sait qu'il est en train de chuter, il sait qu'il est en train de jouer avec la mort, et je pense que l'un des moments les plus glaçants de cette chanson, c'est peut-être celui-ci. On a l'impression qu'il veut pas de cérémonie, pas de fleurs, pas de tombe, il veut juste qu'on brûle son corps avec de l'essence, comme un déchet, et il ne croit même plus que la mort ait un sens. D'ailleurs, vous verrez que dans le film, Gasoline est utilisé à un moment bien particulier et bien symbolique. C'est l'une de mes scènes préférées, mais encore une fois, je vais pas vous spoiler. Dawn FM, ce n'est pas un album de rupture, ce n'est pas un album pour danser, c'est un album de transition, un disque sur le moment où on est un peu trop tard pour revenir, mais pas encore prêt à partir. Un entre-deux. Finalement, le purgatoire, c'est aussi pour ça que c'est le concept même de cet album. D'ailleurs, ce concept est très bien mis en évidence dans le clip de Sacrifice, un titre qui n'est pas sans rappeler Thriller de Michael Jackson, l'une de ses inspi majeures. I was born in a city where the winter nights don't ever sleep. Et dans FM, c'est le début d'un arc narratif où Abel Tesfaye tente de tuer The Weeknd pour guérir, sauf qu'il a jamais vraiment guéri, il a juste appris à tout transformer. Dans une interview pour JQ en 2021, The Weeknd avait admis avoir mis un terme à sa consommation de produits illicites après avoir compris qu'il les utilisait comme une béquille, et donc ce chemin vers la sobriété marque aussi une évolution dans sa musique. Et c'est peut-être ça aussi qui lui a permis de se confronter pour la toute première fois réellement à ses problèmes, à ses travers, et c'est là qu'arrive Hurry Up Tomorrow. Avec Hurry Up Tomorrow, Abel Tesfaye ne veut plus choquer, il veut comprendre, il veut se comprendre, et donc dans une interview accordée à Variety, il avait dit clairement ceci, je le cite, « Je ferme le chapitre de mon existence en tant que The Weeknd, c'est un état d'esprit dans lequel je dois être, mais que je ne désire plus. » Puisque je vous l'avais déjà raconté, mais The Weeknd va changer de nom bientôt, c'est son dernier album en tant que The Weeknd. Et à travers cette interview, on comprend alors que Hurry Up Tomorrow semble être un adieu. Pour cet homme qui a passé plus de 10 ans à fuir ses blessures, il décide enfin de les affronter en pleine face. Et pour la première fois, il ne le fait pas seulement en musique, il le fait également au cinéma. Vous le verrez dans le film, et la caméra est souvent collée à lui, l'atmosphère est moite, dérangeante, parfois même suffocante. On sent qu'il y a de l'urgence d'arracher ce putain de masque une bonne fois pour toutes. Et cet album, lui, il suit un peu cette même logique-là. Et au centre de tout ça, il reste une question. Après tout ça, qu'est-ce qui me reste à dire ? C'est une phrase
que lui-même avait écrite sur Instagram. Une phrase qui sonne comme un aveu de fatigue, de saturation, d'honnêteté aussi. Et donc avec Hurry Up Tomorrow, Abel ne cherche plus à être The Weeknd, il cherche à redevenir lui-même. Et s'il doit disparaître pour ça, alors il disparaîtra. Faut vraiment que vous écoutiez cet album, c'est rempli de bangers. Je pense à Give Me Mercy, qui est une demande de pardon, pas forcément adressée à une ex, mais plutôt à l'au-delà. Peut-être le morceau le plus spirituel de cet album, on y sent l'écho de ces années de débauche, la fatigue. Open Heart, c'est dinguissime. C'est une chanson sur la peur de recommencer, sur l'envie d'y croire à nouveau. Falling in love. It's never easy. Falling in love again. Enjoy the Show, c'est une nouvelle fois une critique sur l'industrie. Il parle du fait de devoir continuer à performer, à sourire, à donner du rêve alors que tout va mal à l'intérieur. Il y a tellement de titres dans cet album, on va pas tous les faire, mais je pense également à The Abyss avec Lana Del Rey. Pas vraiment de structure classique sur ce titre-là, juste deux voix qui s'accrochent l'une à l'autre pendant que le monde s'effondre. Et c'est beau comme fin de film parce que symboliquement c'est la fin de The Weeknd, celle du personnage, mais il ne tombe pas seul, il tombe avec quelqu'un qui, comme lui, a fait de la mélancolie une esthétique, une œuvre. Reflections Laughing, magnifique ce titre. Don't you let me down. If you let me drown, I'll die in your arms again. I'll die in your arms. I see me laughing, but I don't remember joy, c'est ce qu'il dit dans cette chanson. Il regarde des souvenirs de lui en train de rire, mais il ne ressent plus rien, il est comme dissocié, il a décroché, il est devenu un spectateur de sa propre existence. Je crois que l'une de mes préférées de cet album, c'est Take Me Back to LA. J'aime beaucoup comment cette chanson est construite, puisqu'au début de la chanson, il dit que c'est mieux quand il est seul. And that's when I realize that it's better when I'm by myself. Yeah. Comme pour se protéger, puis dans le deuxième couplet, il dit l'inverse. I hate it when I'm by myself. Oh, I hate it when I'm by myself. Oh, myself. Oh, myself. C'est une chanson où on voit toute la contradiction de The Weeknd qui existe en permanence chez lui. Il croit vouloir la solitude jusqu'à ce qu'elle le ronge. Même quand il est seul, il n'est jamais en paix, quoi. Il y a aussi Wake Me Up avec Justice, chanson qui elle aussi est bien mise en avant dans le film. Wake Me Up, réveille-moi. D'ailleurs, vous verrez dans le film, il n'y a pas de méchant classique. Le mal, il est plutôt intérieur. En fait, le véritable ennemi, c'est la paralysie du sommeil. C'est ce qu'avait confié The Weeknd à Fader. La paralysie du sommeil, c'est quand tu te réveilles mais que ton corps reste figé, tu es conscient, parfois les yeux ouverts, mais incapable de bouger, de crier, de parler, ou pire encore, tu peux halluciner. Et il a décrit ça comme l'une des expériences les plus effrayantes de toute sa vie. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il se retrouve coincé dans sa propre tête. Cette paralysie du sommeil, elle est évidemment causée par un manque de sommeil, un rythme de vie chaotique. Il explique d'ailleurs qu'il a dû réapprendre à dormir, couper son téléphone, éteindre les écrans, plonger dans le noir total pour retrouver un peu de paix. Et pourtant c'est paradoxal, mais tout ce mal lui a permis de se plonger dans les plus grandes inspirations artistiques. C'est peut-être pas un hasard si tant de visuels de The Weeknd sont si sombres, avec des sortes de couloirs sans fin, des visages qui sont déformés, des doubles, des alter-ego qui sont menaçants, des réalités qui semblent altérées, des hallucinations, je pense au clip de Blinding Lights. D'ailleurs, on peut noter que The Weeknd est peut-être l'un des rares artistes de sa génération à avoir été aussi transparent sur sa souffrance. Il est loin d'être le seul, mais la vérité c'est que l'industrie musicale peut être une machine à broyer. Et ce que The Weeknd raconte depuis 2011, c'est un peu l'envers du décor, ce qu'on ne montre jamais sur Instagram. Je pense qu'il a mis des mots sur ce que beaucoup ressentent sans oser l'admettre, sur l'anxiété, la dépression, le besoin de disparaître, même quand on est au sommet. Beaucoup d'artistes ont exprimé cette douleur. Je pense à Amy Winehouse, je pense à Mac Miller, je pense à Billie Eilish aussi, mais très peu l'ont fait avec une telle constance, une telle cohérence que The Weeknd. Et peut-être que s'il se décide aujourd'hui de tuer entre guillemets The Weeknd, c'est potentiellement pour sauver ce qu'il reste d'Abel Tesfaye. En conclusion, on peut dire qu'Abel Tesfaye est un survivant déguisé en star, dont les blessures sont la matière brute aussi de son art. Ses excès sont des béquilles, ses traumatismes, le carburant de sa musique, et aujourd'hui, il veut tourner la page de The Weeknd, comme pour reprendre le contrôle de sa vie après avoir tout brûlé. The Weeknd était un masque. Pendant plus de 10 ans, Abel Tesfaye a tout mis dans sa musique, ses peurs, ses excès, ses insomnies, ses cauchemars, ses ruptures, mais aujourd'hui, ce chapitre est enfin clos. Il ne veut plus être The Weeknd, il veut redevenir Abel, et pour ça, il nous a offert une œuvre magistrale en 3 temps. After Hours, la chute, Down FM, le purgatoire, Hurry Up Tomorrow, la rédemption et peut-être, on l'espère, la renaissance. À l'heure où tout le monde cherche à briller, lui, il a choisi de s'éteindre en étant au sommet pour mieux redevenir lui-même. Pour ma part, au-delà de l'aspect scénique des tubes, je crois que j'aime beaucoup The Weeknd, parce que dans ses chansons, j'ai l'impression qu'il dit ce que moi je ressens,
sans réussir à le formuler, le manque d'amour vrai, la peur de ne pas être entendu, l'envie d'être aimé pour ce qu'on est vraiment. Il chante la solitude comme personne et je pense que c'est pour ça que son répertoire me touche autant. Et je suis loin d'être inquiet pour The Weeknd, même s'il va changer de nom et devenir Abel Tesfaye. Je suis convaincu qu'il va rebondir avec grâce. Je suis également convaincu que nous aurons de la musique parce que, encore une fois, vous l'avez vu depuis le début de sa carrière, mais aussi depuis son enfance, la musique c'est son langage à lui. Bref, c'est la fin de cet épisode, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez appris des choses. Ça faisait longtemps que je voulais parler de The Weeknd, je savais pas sous quel angle le faire. L'angle des blessures et des travers, elle est intéressante. C'est pas forcément du voyeurisme, c'est plutôt une manière de... C'est plutôt ce qui me fascine en fait chez lui, parce que certes il y a toute cette partie sombre, mais je trouve ça incroyable la manière dont il retranscrit tout ça en chanson. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je crois que vous êtes plus de 3000 à avoir rejoint la chaîne ces derniers jours, c'est juste fou. Donc merci à toutes et à tous. Donc encore une fois, un grand merci aux équipes de production de Hurry Up Tomorrow. Je suis trop content de cette collaboration. C'est plus qu'un film, c'est encore une fois une clé pour comprendre ce qu'Abel Tesfaye a vécu. Et si vous souhaitez poursuivre le visionnage, je vous recommande cette vidéo où je vous parle de toute l'histoire musicale de Bruno Mars, de ses débuts lorsqu'il était le plus jeune imitateur d'Elvis Presley au monde, à superstar mondial, à artiste le plus écouté au monde, ou bien cette vidéo où je vous parle de Katy Perry. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, je vous fais plein de bisous, je vous retrouve très vite dans un prochain épisode, je vous embrasse, ciao.